Bienvenue à toutes et à tous à ces échanges francs et sanguins avec Daniel Eda, un entretien à l'initiative de Reporters Bénémonde, accompagné à l'occasion par Papato Média. Eh bien, mesdames, messieurs, nous avons été tous unanimes sur ces apparitions, absences au gré des élections au Bénin. Homme politique, rien que pour les élections, étant tenté de le surnommer candidat à la présidentielle de 2016, membre de la coalition ayant soutenu au second tour l'actuel chef de l'État, alors candidat, Daniel Eda semble depuis dans ses prises de position face à ce régime, très sur ses gardes. Jamais le mot de trop, jamais une franche et assumée approbation. Cet exercice, mesdames, messieurs, pour répondre aux questions des Béninois, lassés par une classe politique jamais vraiment préoccupée par elle. Nous sommes ici tout profil confondu, hommes de médias pour les uns, étudiants pour d'autres, entrepreneurs et autres. Bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver. Monsieur Daniel Eda, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Madame Ouyo. Alors, la première partie de cet exercice va consister à tous nous présenter. Et pour démarrer, je démarre par moi-même. Je suis Pisson de Reporters Bénémonde. Christophe Poisson, du site web d'information papatomedia.com. Oui. Daniel, vous savez, de la Direction générale de l'environnement du climat. Et Oulia, ça fait encore. Je suis. Alila Dissa Sessou, sportif. Modeste Dossou, je suis journaliste, spécialiste des questions de géopolitique. Mario Liantou, entrepreneur digital. Alors, Monsieur Daniel Eda, voilà, pour planter le décor, les présentations ont été faites. Je suis sûre que vous voudriez vous présenter un peu plus en détail avant qu'on ne passe à la foire aux questions. Bon, je suis Daniel Eda, consultant en partenariat et participation des jeunes, et puis président du parti politique Mouvement pour la prospérité solidaire en cours de récréation. Selon les normes de la réforme. Voilà, la réforme. Je suis béninois, préoccupé par le devenir de notre patrie commune. Je suis très content de vous accueillir ici, parce que nous avions convenu avec Madame Ouyo de ne pas amener à moi des gens qui me connaissaient ou des gens qui font partie de mes fonds, parce que je souhaite vraiment répondre aux préoccupations de nos compatriotes sans gants, comme elle a dit. Donc, sentez-vous chez vous. Et je disais tantôt à certains que si moi je ne vous terrorise pas et que vous n'êtes pas en mesure de dire ce que vous pensez sur votre pays, sur notre pays, c'est que vous n'êtes pas de bons citoyens. Donc, nous voici à l'épreuve. Bienvenue une fois encore sur mon chantier. Cette maison est en cours depuis 2006 ou 2007. Et peut-être que je finirai, peut-être que mes enfants auront à le finir. Mais c'est une vision. Merci beaucoup. Merci de nous y accueillir. Christophe, on démarre avec vous. Monsieur Daniel Eda, encore bonsoir. Bonsoir. En 2016, les Béninois l'ont connu davantage. Il est vrai, il n'était pas un personnage aussi caché, mais en 2016, ils l'ont connu en tant que candidat aux élections présidentielles de 2016. Nous sommes en 2023. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait un bon choix de rentrer en politique à la plus grande en 2017? Merci beaucoup. Le choix de rentrer en politique se base sur beaucoup de facteurs. Pour certains, c'est parce qu'ils ont de l'argent et ils veulent le pouvoir politique en plus. Pour d'autres, ils ont une opportunité d'argent et ils veulent amplifier leurs gains en entrant en politique. Pour d'autres, ils sont en quête de poste. Pour d'autres, c'est une question de vision. Et mon engagement en politique, en abandonnant mon poste qui m'offrait une sécurité matérielle à la francophonie, a été guidé, est guidé et restera guidé par une vision de Bénin économiquement prospère et socialement stable. Donc, c'est vrai, depuis 2014, je ne suis pas rentré en politique en 2016. Pour la petite histoire, vous aurez l'occasion de constater dans mon livre qui fera beau que je vous remettrai à la fin,
Je suis militant politique depuis 1994, avec paix à son âme, Damien Zissou Alagassa. J'ai fait la campagne activement avec le général Mathieu Kérékou en 1996. Ceux qui étaient à l'université en ce moment et qui faisaient partie du comité de soutien des étudiants à la candidature du général Mathieu Kérékou peuvent témoigner que le tout premier discours au nom des étudiants prononcé au cours d'un meeting du président Mathieu Kérékou a été non seulement rédigé par Daniel Eda, mais lu par lui au stade de Lokossa. Donc, c'est vrai, puisque je ne fais pas tellement de bruit et que je n'ai pas tellement de relais sur les réseaux sociaux, beaucoup ont tendance à croire que l'entrée de Eda en politique date de 2016. Ceci dit, le bilan de 2016 à aujourd'hui, ce n'est pas facile dans l'environnement politique béninois de faire la politique selon la vision. Donc, si on doit tenir compte de nos réalités actuelles, quelqu'un pourrait dire que le bilan n'est pas bon, le bilan est négatif. Mais moi, je suis satisfait du bilan en ce sens que si en 2016, il y avait 10 personnes qui connaissaient Daniel Eda, en 2023, je suis persuadé qu'il y a 100 personnes qui connaissent Daniel Eda. Je ne dis pas ceux qui sont fans de Daniel Eda. Et je crois que je suis plus suivi par les gens qui ne sont pas avec moi que par ceux qui m'admirent en ce moment. J'ai sur ma page Facebook, je lis tout ce que les gens écrivent. Je ne réponds pas par discipline personnelle parce que vous ne pouvez pas aller loin si vous devez répondre à tout et en tout temps. Donc, Christophe, le bilan pour moi est positif puisque nous sommes là. Si le bilan n'était pas positif, vous n'aurez pas la curiosité de vouloir savoir sur moi. Vous aurez compris que non, il n'y a rien là-bas. Si vous êtes là, c'est parce que certainement vous n'êtes pas satisfait de ce que nous avons vécu ces dernières années, depuis 91, pour ceux qui connaissent la politique béninoise d'après la conférence nationale, et vous, certainement, êtes en train de rechercher la solution alternative au système politique que nous avons en ce moment. C'est vrai, je n'ai pas amassé de fortune, je ne fais pas partie de ceux qui ont géré ou gèrent le pays, mais ce qui m'importe, moi, c'est de laisser une trace. Et cette trace, c'est la vision politique, le Bénin économiquement prospère et socialement stable. Si vous prenez connaissance de cette vision aujourd'hui, si j'arrivais à atteindre, je suis persuadé que si vous êtes séduit par la vision, vous la prendrez et vous continuerez avec. C'est ce qui a manqué dans notre pays. Sinon, nous avons des hommes politiques très compétents, aux bonnes intentions, qui ont fait de grandes œuvres, mais ils n'ont pas laissé un bâton que d'autres peuvent prendre et continuer. Justement, par rapport à votre vision, le Bénin économiquement prospère et socialement stable, est-ce qu'on pourrait connaître le contenu de cette vision-là en quelques points? Est-ce que vous pourriez la décliner? D'accord. Oui. Le Bénin économiquement prospère et socialement stable, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas du charlatanisme. Et je vous rappelle que cette portion de phrase, nous la traînons depuis 2012. Ça ne date pas d'aujourd'hui. En 2016, c'était la base de notre engagement. En 2021, où nous avions tenté une candidature qu'on n'a pas pu valider, c'était toujours le Bénin économiquement prospère et socialement stable. Aujourd'hui, c'est le Bénin économiquement prospère et socialement stable. Et je crois jusqu'à ce que je ne pousse mon dernier souffle, ce sera toujours pour moi le Bénin économiquement prospère et socialement stable, parce qu'une vision en politique, c'est la boussole. Et c'est ça qui permet d'avoir de la cohérence. C'est ça qui permet de se taire parfois, et c'est ça qui doit permettre de parler. On ne parle pas pour parler. Et on ne se tait pas tout le temps. Il y a un temps pour chaque chose. C'est quoi le Bénin économiquement prospère et socialement stable? Le Bénin économiquement prospère, pour nous, c'est le Bénin attractif des investisseurs nationaux et étrangers. C'est le Bénin pays de service.
destination privilégiée des multinationales qui ont envie de conquérir le marché africain, le marché sous-régional ou le marché régional tout court, en prenant le Bénin comme base parce que le Bénin est attractif. Le Bénin économiquement prospère, c'est le Bénin qui bâtit sa croissance économique non plus sur la production et l'exportation de matières premières seulement, mais sur la construction d'une économie de production et de transformation qui se manifeste par l'accroissement de la production nationale à tout point de vue, mais aussi sur l'implantation d'unités de production et de transformation ou de services dans chacune de nos communes pour doter les économies locales de la nécessaire colonne vertébrale pour la prospérité des activités génératrices de revenus portées par les jeunes et les femmes. Voilà ce que nous appelons le Bénin économiquement prospère. Et c'est ce Bénin économiquement prospère qui est générateur d'une économie, d'une croissance économique inclusive. En ce sens que ça produit de l'emploi. En ce sens que ça permet à chacun qui fournit des efforts de pouvoir vivre de ces efforts. Parce que nous avons dans notre pays, ça ne date pas d'aujourd'hui, beaucoup qui font des efforts mais qui n'arrivent pas à vivre de leurs efforts. Le Bénin socialement stable, c'est quoi? Le Bénin socialement stable, c'est le Bénin où les générations se donnent la main dans la conduite des affaires. C'est le Bénin où on tient compte de la pyramide des âges dans la répartition des postes de responsabilité et où la promotion de la femme n'est plus une faveur qu'on fait aux femmes, mais est comprise comme une nécessité pour pouvoir avoir un développement réel, un développement durable. Le Bénin socialement stable, c'est le Bénin où le choix de réalisation des infrastructures obéit à la nécessité de consolider l'unité nationale et de rapprocher les régions. Vous estimez que pour l'heure, les choix qui ont été faits en la matière n'obéissent pas à la nécessité de consolider l'unité nationale, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Vous savez, la gouvernance d'un pays, c'est tout un processus. Un processus fait de beaucoup de classes. Et on ne peut pas sauter une classe. Donc, ceux qui ont gouverné notre pays depuis les indépendances jusqu'à présent, chacun en ce qui le concerne, ils ont fait et continuent de faire ce qu'ils pensent faire et ce que les opportunités à leur portée leur permettent de faire. Il faut éviter de jeter la pierre à tous les dirigeants pour dire non, ils n'ont pas fait ceci, nous sommes plus intelligents, nous pouvons... Non. Ce que nous visons, le Bénin socialement stable, c'est ce Bénin-là où on promeut la continuité de l'État. C'est-à-dire ce Bénin-là où on construit en posant une brique aujourd'hui, demain une autre, ainsi de suite. Donc, quand une génération fait, la génération qui vient ne rase pas, la génération qui vient construire là-dessus ajuste ce qui est ajusté pour que le pays puisse avancer. Parce que j'ai eu la grâce de parcourir le monde et j'ai vu que les pays pour lesquels certains ici voudraient avoir le visa sont ce qu'ils sont aujourd'hui parce que les générations successives se sont relayées. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le développement d'un pays est à l'image d'un chantier éternellement ouvert sur lequel doivent se relayer les générations successives. Donc le Bénin socialement stable, c'est ce Bénin-là où le dialogue est promu à tous les niveaux et où les anciens et les nouveaux dirigeants, les dirigeants passés, les dirigeants présents se concèdent périodiquement pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'entente. On peut dialoguer sans forcément devenir les mêmes choses. On peut s'opposer tout en se parlant. Et on a suivi l'actualité tout récemment où le chef de l'État a reçu le chef du parti démocratique, voilà, président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est des signaux que nous voulons pouvoir voir multiplier. C'est ça intègre le Bénin socialement stable. Donc, nous ne pouvons pas ici dire, bon, ceux qui sont là, ils n'ont rien fait. Non, nous rectifierons ce qui a rectifié et nous bâtirons sur ce que nous trouvons comme actif pour que le Bénin puisse continuer d'avancer. Vous venez de relever un aspect. Il faut construire sur de l'actif.
qui a été fait. Il ne faut pas jeter la pierre à tout ce qui a été fait, mais continuer sur ce qui a été fait. Est-ce que vous avez l'impression que depuis l'ère du renouveau démocratique, les différents gouvernements qui ont succédé, est-ce que vous avez l'impression que le successeur a développé son programme, a mis en place son programme de développement sur la base de ce que son prédécesseur a fait? Est-ce que vous avez l'impression? Bon, la communication politique nous fait dire que chaque président qui vient commence à partir de zéro. Mais ce n'est pas vrai. La réalité est tout autre. Mais si déjà dans la communication, dans ce qui est dit, on tourne dos à ce que l'autre a eu à faire, ça ne permet pas au peuple de voir le pays progresser dans une certaine continuité, dans la nécessaire continuité de l'État. Parce que l'État est continu. C'est nous qui nous arrêtons à un moment donné. Les individus s'arrêtent, mais l'État continue. Donc, l'effort, le défi que vous et nous avons à relever pour ce pays, peu importe le parti politique auquel vous appartenez, peu importe le candidat ou les candidats que vous soutiendrez dans les mois, dans les années à venir, l'effort que nous devons faire, c'est de nous inculquer cette culture de continuité de l'État là, sans nous voir appendice de quelqu'un. Moi, je suis au service de mon pays et tous les sacrifices que j'ai consentis, que je consens et que je consentirai, c'est pour mon pays et pas pour un homme. C'est pour ça aussi je dis, ceux qui veulent me suivre, si quelqu'un vient à Daniel Eda parce qu'il croit au Bénin économiquement prospère et socialement stable, eh bien, il a fait un choix excellent. Mais si quelqu'un vient à Daniel Eda simplement par subisme, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas facile de recruter beaucoup de monde avec ce genre de discours. Mais il y a des jeunes ici qui ne sont pas assis avec nous. Certains sont avec moi depuis 2017, d'autres 2018, d'autres bien avant. Mais la particularité, c'est que Daniel Eda n'est pas un guichet automatique de billets. Je ne distribue pas de l'argent. Ils sont là parce qu'ils croient au Bénin économiquement prospère et socialement stable. Et dans cette vision, nous ne pouvons que promouvoir la continuité de l'État. Ne nous préoccupons pas trop de juger les autres. Demandons-leur quand nous avons l'occasion. Pas forcément dans les journaux ou à la télévision. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu faire ceci ou cela? Et ça nécessite qu'on entretienne le dialogue. Je vous remercie. J'ai suivi avec intérêt votre développement tout à l'heure et je profite pour vous demander déjà est-ce que vous avez l'idée que vous avez de la démocratie telle qu'elle vous est vendue par l'Occident, et est-ce que vous pensez que cette démocratie-là, on ne devrait pas l'adapter à notre pays pour nous développer au lieu de l'amener directement et de l'appliquer comme ça? Pensez-vous que la démocratie telle qu'elle nous est vendue peut nous permettre de nous développer, d'avoir une économie prospère et une société stable? D'abord, je vous remercie par rapport à la question sur la démocratie. La démocratie, les gens nous font croire qu'elle nous vient de l'Occident. C'est comme ça que vous appelez l'Occident. Je dirais ça, oui. Bon, d'accord. Dans nos sociétés traditionnelles, il y avait une forme de démocratie. Il y a toujours la démocratie. Le roi ne décidait pas tout seul. Toutes les composantes de la société avaient leur rôle à jouer. Et les femmes étaient beaucoup consultées. Même si on ne les mettait pas trop en avant, elles avaient un rôle primordial. Les jeunes étaient aussi consultés. Tout le monde avait sa main dans la gouvernance, même si tout est porté par le roi. La démocratie, c'est quoi? C'est la gestion du pays par le peuple et pour le peuple. Maintenant, comment on choisit les dirigeants?
ne réduisons pas la démocratie aux élections. La démocratie n'est pas quelque chose de saisonnier et qui vient chaque 5 ans ou chaque 4 ans. Non. La démocratie, c'est une manière d'être gouverné, c'est une manière de vivre, c'est un état d'esprit. Et la démocratie n'est pas que l'affaire de ceux qui sont au pouvoir. La liberté d'expression fait partie des conditions pour qu'on puisse parler de démocratie. Est-ce que quand nous nous retrouvons dans nos associations, est-ce que quand nous nous retrouvons dans nos familles, est-ce que quand nous nous retrouvons comme on est ici maintenant, est-ce que nous permettons que les gens puissent s'exprimer? Si quelqu'un, dans une association qu'il dirige, si quelqu'un dans sa famille ne permet pas que d'autres voix s'expriment, si cette personne se met à critiquer des gouvernants qui, pour une raison ou pour une autre, empêchent d'autres de parler, eh bien, la personne est en contradiction avec elle-même. Nous devons nous construire. La démocratie, c'est un processus. Et il est très important de mettre en avant l'histoire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, très peu de nos compatriotes savent ce qui s'est passé hier. Nous fonctionnons sur de l'émotionnel. Nous parlons de démocratie. Tout le monde parle de démocratie. Ceux qui disent qu'ils sont contre la démocratie en parlent sans savoir en réalité de quoi il s'agit. Ceux qui disent la démocratie est ceci, tête tournée par ici, par là. Je ne veux pas reprendre certaines qualifications ou certains qualificatifs parce que ce qui m'intéresse moi et ce qui doit nous intéresser, c'est comment faire en sorte de faire avancer la voiture, le train, l'avion bénin en consolidant notre démocratie. Je ne fais pas part de ceux-là qui disent non, c'est vrai, les conditions dans lesquelles on a rédigé la Constitution, on prend notre Constitution qui est plus ou moins dérivée d'une certaine Constitution ailleurs, on peut... Mais est-ce que nous savons d'où nous venons? Quand nous ne savons pas d'où nous venons, il est difficile de donner des opinions réalistes ou des opinions justes au présent, et le futur, c'est de l'incertitude absolue. Merci, Président Daniel Eda. Aline Sessou. Oui, vous parlez d'un Bénin économiquement et socialement stable. Économiquement prospère et socialement stable. D'accord. À travers ça, vous avez parlé d'un relais pour passer d'une génération à une autre. Comment pensez-vous qu'on peut faire pour en arriver? Merci pour la question. Vous savez, tant que tous les acteurs qui sont visibles aujourd'hui dans la classe politique, tous ceux qui détiennent des postes de responsabilité, ou tous ceux qui aspirent à occuper des postes de responsabilité à travers la politique, notamment la politique élective, tant qu'ils ne vont pas changer de manière de faire de la politique pour revenir aux fondamentaux de la politique, qui nous recommande de partir de notre vision que nous proposons et que nous partageons, eh bien, ce sera difficile de passer de relais. Je vous ai dit tantôt que cette maison est en construction depuis 2007 par. Donc, il y a une vision. Le plan, c'est ça. Je veux aller quelque part. Moi, je ne peux ne pas finir, mais mes enfants viendront finir. Mais s'ils ne connaissent pas là où je veux aller, il ne peut pas avoir de passage de relais. Voilà pourquoi moi j'insiste sur la vision, je parle du Bénin économiquement prospère et socialement stable. J'en parle parce que je sais que si, même si pas finir, ces 5 personnes que j'arrive à impacter, ces 5 personnes prendront le relais quelque part et avanceront. Parce que bon, c'est pas parce que quelqu'un a été député dans une circonscription ou quelqu'un a été président et que vous portez peut-être son nom ou que vous êtes proche de lui ou tout ça que vous pouvez continuer parce que vous, qu'est-ce que la personne a vendu? Vous voyez, j'ai demandé aujourd'hui à un jeune de mon entourage, il dit, mais cherche-moi la politique nationale de la jeunesse. Tous les jeunes parlent
on n'a pas ceci, on n'a pas ça, et ceci nous manque, on ne prend pas soin de nous, on ne se souvient pas de nous. Et ils ont même dit que bon, tels et tels sont rencontrés, mais ils n'ont pas parlé de nous, ils n'ont parlé que de... Nous devons, quand je dis nous, vos aînés, nous les politiques, devons vous apprendre que pour satisfaire quoi que ce soit en politique, il faut une politique. Et cette politique doit être consignée dans ce qu'on appelle un document de politique publique qui rapporte tous les engagements pris par l'État dans ce secteur ou dans un secteur donné. Mais quand il n'y a pas des engagements, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait tenu de promesses. Même les discours qu'on tient en campagne électorale, pour pouvoir les traduire en action dans l'exercice du pouvoir, il faut des politiques. Je suis en train de rechercher, et ça c'est un travail que je voudrais vous demander, un service que je voudrais vous demander, cherchez-moi le document de politique nationale de la jeunesse de Bénin. Parce que celui dont je me souviens qui a été adopté, c'est celui issu du symposium sur le devenir de la jeunesse béninoise, lequel symposium, bon, je faisais partie de ceux qui ont été participants à ce symposium, et c'est un document qui datait de 2001. J'ai appris en temps qu'il y avait un projet 2015-2025. Est-ce que ça aboutit? Je n'ai pas l'information, mais vous êtes jeune. Vous devez commencer par chercher ça. Donc, quand vous posez des... C'est dans ça qu'on peut parler de l'éducation. C'est dans ça qu'on peut parler de l'emploi. C'est dans ça qu'on peut parler de tous les besoins de la jeunesse. Parce que c'est une politique intersectorielle. Parce que la jeunesse est un secteur transversal. D'accord? Je vous en parle. Ce n'est peut-être pas l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Et c'est très important que vous commenciez par vous demander dans tel secteur quelle est la politique. C'est parce qu'un discours que quelqu'un fait au cours d'un meeting, ça ne tient pas d'engagement dans l'exercice du pouvoir. Donc tout ce que moi je vais dire comme oui, si vous nous soutenez, vous aurez A, B, C, D, oui, tout ce que j'ai dit là, pour que ça puisse passer, pour que je puisse passer à l'acte avec, il faut pouvoir traduire ça en document de politique. Donc voilà ce que je peux vous dire. Le passage du relais nécessite l'existence d'une vision. C'est parce que moi, je me prépare à passer le relais d'une manière ou d'une autre que je fais une politique de vision et non une politique de séduction par l'argent ou de séduction par... Non. Le matériel, aucun homme politique n'a suffisamment d'argent pour pouvoir entretenir tout le peuple béninois. Aucun. Merci, Président. Mayol Ganti, vous avez une question. Oui. Merci beaucoup, Président Daniel Eda. J'ai cherché la route, ou j'ai demandé la route pour venir ici parce que je ne vous connais pas. Merci. Je vous remercie infiniment. Aujourd'hui, vous me connaissez. Je peux dire la prochaine fois, vous ne chercherez plus la route. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je comprends mieux qui vous êtes ou quelle est cette vision-là que vous avez sur le Bénin, parlant de la politique un tout petit peu. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, hier, depuis hier, après-demain, les jours à venir, pour atteindre cette vision-là? Merci. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous ouvrons aux personnes qui viennent à nous, ou vers qui nous allons, essentiellement par notre page Facebook. Nous communiquons, c'est le canal de partage, de diffusion d'informations de Daniel Eda, c'est ma page Facebook. Bon, vous ne verrez pas, vous ne nous avez pas vus actifs dans les débats politiques, parce que, comme je disais tantôt, ces débats sont pertinents, certes, mais pas par rapport à notre vision. Et nous n'intervenons pas dans tous les débats. Et il y a certains débats
dans lesquels nous pouvons intervenir ou nous intervenons sans parler. Comment ça se fait? Très bien. Nous avons dans le pays une certaine cristallisation où certains compatriotes, à tort ou à raison, se retrouvent dans certaines postures aujourd'hui très inconfortables. Ces gens ont besoin d'une solidarité, mais pas d'une solidarité partisane. Parce qu'une solidarité partisane voudrait dire que on tire sur l'État. L'État, pour être injuste, c'est l'État. Chacun a sa manière de contribuer à l'apaisement. Et permettez, souffrez. Il faut mettre de côté sa connotation politique avant de revendiquer par exemple la liberté d'un ami d'un partenaire politique. D'estimer que c'est ce qu'il propose. Je ne voudrais pas rentrer dans cette voie-là, parce que je disais tantôt que par rapport à certains débats, je ne parle pas. Donc répondre à votre question reviendrait à revenir sur un principe qui fonde mon engagement en politique. Tout ce que je sais, c'est que à partir du moment où la justice de notre pays prend une décision, selon l'angle qu'on occupe ou qu'on voit, on peut juger que c'est bien, on peut juger que ce n'est pas bien, mais on ne peut obtenir une libération ou une remise de peine que par la clémence de ceux qui sont là. Et ça se discute, ça se négocie. Vous excluez la possibilité de tout moyen de pression en tant qu'homme politique? Parce que la pression, ça marche aussi sur les politiques. Enfin, sur les politiciens. Notre prière à nous, oui, c'est que ceux qui ont du mal à rester ensemble dans notre pays, et qui en fait sont tous des partis d'un même système. C'est le même système politique. En fait, ceux que vous entendez dans l'opposition aujourd'hui, comme ceux qui sont au pouvoir, eux tous, ils sont du même système. Quel système parlez-vous? Et on comprend un peu. Je voudrais saluer le génie de notre président. On peut ne pas apprécier ce qu'il fait, on peut ne pas être de son camp. Mais ceux qui connaissent l'histoire politique du Bénin savent qu'à un moment ou à un autre, il a nourri toute cette classe politique. Il a nourri toute la classe politique. Donc, il les connaît. La classe politique active dont vous ou non, vous n'êtes pas. Comme lui-même il sait. Et ceux qui l'entourent savent que le seul dans la politique béninoise qui n'ait pas été à sa botte. Non, ne parlez pas comme ça. Des bénéficiaires de ces largesses. Okay. En tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui puisse me dire EDA fait partie du système qui a gouverné notre pays depuis 1991 jusqu'à présent. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui. Mais comment, sans vouloir vous couper, comment pouvoir revendiquer appartenir à un système politique en cours, parce que vous êtes en politique actuelle, sans y être? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous embrouiller avec des jeux de mots? Ce qu'on appelle système, oui, c'est ce qu'il y a comme mouvance et c'est ce qu'il y a comme opposition. Actuellement, c'est ça le système. Moi, je ne suis pas du système. Donc, monsieur Daniel Eda, vous n'êtes ni de l'opposition, ni de la mouvance. Voilà. Ok. Je pense qu'au moins vous avez... Et vous êtes où? C'est ma question. Donc, on n'est pas de la mouvance ni de l'opposition. Très bien. Je voudrais vous expliquer ceci. Vous savez, quand on dit que quand Dieu appelle les gens, il les équipe, je n'avais jamais su jusqu'après la présidentielle de 2016. Je voudrais dire aux compatriotes qui se posent certaines questions et que peut-être anticiper ça chez certains d'entre vous. Après la présidentielle de 2016, j'étais parti pour abandonner la politique. Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est une question d'argent et les gens qui viennent à vous ne sont pas toujours véridiques ou ils sont manipulés par d'autres dans l'homme qui disent allez le voir, prenez-lui de l'argent, videz-le. Et après,
quand on vous voit potentielle menace, on fait en sorte que vous n'ayez pas un petit tabouret. On fait en sorte que vous vous mettiez à genoux. Ce que moi, je ne sais pas faire naturellement. Donc, le 5, jusqu'au 5 novembre 2016, j'étais résolu à abandonner la politique, mais c'était à moi. Je priais, j'avais commencé par faire des démarches pour retourner en tant que fonctionnaire international à la francophonie. Jusqu'au 5 novembre 2016. Et par rapport à la politique au Bénin, j'envisageais de me rallier à un certain nombre politique qui pourrait disposer des moyens et moi, je lui prêterais ma voix. Vous l'aviez déjà choisi alors? C'était en moi, mais je n'avais communiqué à personne. Donc, et le 6, pour ceux qui sont croyants, je vais dans une église où l'homme de Dieu me dit des choses que moi seul je connaissais, en me disant de ne pas abandonner. Maintenant, pour ce qui concerne l'affaire de prophétie, j'en parle comme ça pour libérer ceux qui en ont entendu parler. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, il y a eu d'ailleurs une question à ce propos où M. Magloire Kovi a demandé si c'était vrai. Et également, qu'est-ce que vous faites par rapport à qu'est-ce que vous faites de ces révélations-là finalement? Bon, donc je voudrais vous dire que mon retour en politique, après 2016, c'est parce que je réponds à un appel. De Dieu? De Dieu. Et en répondant à cet appel, je dois pouvoir me mettre dans une posture de rassemblement et de réconciliation. Pas de prise de position pour X contre Y ou pour Y contre X. Le Bénin, à l'heure actuelle, a besoin d'apaisement. Le Bénin a besoin d'une gouvernance où le dialogue est plus mis en avant. Vous voyez? Et c'est pour ça que, pour ceux qui me suivent, quand il y a de bonnes actions du gouvernement, je les salue et je fais des propositions pour mieux faire pour ce qui me paraît améliorable. Parce que je m'inscris dans cette vision, dans cette démarche et dans cette conviction que nous devons pouvoir rentrer dans la culture de la continuité de l'État. Ce n'est pas quelque chose qui m'a piqué aujourd'hui, je viens en politique, quelqu'un m'a énervé. Non, s'il faut tenir compte de ce que chacun subit personnellement, ou ce dont nous avons besoin personnellement, je n'aurai pas la posture que j'ai aujourd'hui. Dans la politique béninoise, la posture la plus difficile à avoir, c'est la mienne. Parce que personne ne va vous soutenir, personne ne va vous donner des moyens. Tout le monde dit non, il n'est pas avec nous, il est contre nous. Avant de laisser monsieur, s'il vous plaît, avant de... J'ai répondu? Oui, je suis satisfait. Mais bon, une autre question. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Daniel Eda, avant de laisser monsieur Kadnel vous poser sa question, comment est-ce que vous voulez convaincre des gens qui ne croient pas en Dieu, que vous êtes en politique, vous continuez en politique parce que vous avez répondu à un appel de Dieu? Tout le monde ne croit pas en Dieu. Justement. Et voilà, en fait, j'ai ouvert la parenthèse pour satisfaire la curiosité de vous qui êtes avec moi, de ceux qui nous suivent. Il y a des gens qui ont... ça les démange, mais ils se disent, ben, comment je vais lui demander ça? Non. J'ai dit, c'est ouvert. Affaire de prophétie, c'est une affaire de foi. Ça ne se discute pas. D'accord? C'est pas quelque chose dont on peut débattre. Parce qu'il n'y a pas une logique. Il n'y a pas... Parce que quand on regarde, qui suis-je moi? Qui suis-je moi pour qu'on puisse dire que après celui qui est là, ce soit moi? Moi, je suis au service de Dieu. Et Dieu veut que son peuple, que tous les Béninois, qui sont ses enfants, qu'ils croient en Dieu ou qu'ils n'y croient pas. C'est ça la vérité. Ne pensez pas que les enfants de Dieu sont seulement ceux qui vont à l'église. Hein? Non. Ne pensez pas que les enfants de Dieu sont seulement ceux qui sont dans les mosquées. Non. Même ceux qui sont dans les religions traditionnelles et qui parlent des ancêtres, ils sont des enfants de Dieu. Maintenant, il appartient à chacun d'activer sa filiation
vis-à-vis de Dieu par l'entremise de qui moi je crois en Jésus-Christ, donc je suis ouvert là-dessus, je n'ai aucun complexe à le dire, mais je n'ai pas de difficulté à m'asseoir avec mes frères compatriotes qui ne sont pas chrétiens, qui sont musulmans ou qui sont vaudouisants, qui sont autre chose. Le Bénin, c'est nous tous réunis. Mais chacun doit pouvoir dire, exprimer ce qu'il est. C'est ça la liberté, c'est ça la démocratie. Merci, Président. Vous avez déjà anticipé sur certaines de mes questions, mais celle qui me prévient du coup est de savoir, puisque vous êtes croyant, est-ce que c'est Dieu qui vous a réellement convaincu de votre posture actuelle, où vous n'êtes pas mouvancier ou opposant? Est-ce que Dieu vous a convaincu de votre posture actuelle? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, si c'est une conviction vraiment de Dieu par rapport à cette posture, est-ce que nous pouvons aller un peu plus au fond pour dire que le croyant qui s'adonne à la politique doit rester neutre, en général? Merci. Le croyant qui s'adonne à la politique n'est pas forcément neutre. On peut être neutre par rapport à un système, mais on ne doit pas être neutre par rapport aux problèmes de son pays. Et c'est parce que nous ne sommes pas neutres par rapport aux problèmes de notre pays que nous avons une vision qui est le Bénin économiquement prospère et socialement stable. Et là, cette vision, c'est vrai, on a commencé par traîner ça depuis 2012, mais je me suis rendu compte par la suite que ça ne venait pas de moi, mais que ça venait de Dieu, qui veut que le Bénin soit économiquement prospère et socialement stable, qui veut que chacun des Béninois puisse jouir de la prospérité économique et de la stabilité sociale. Vous voyez, quand on prend le Bénin aujourd'hui, il y a des discours qui se développent et qui sont des discours dangereux, des discours régionalistes, soutenus certainement par certaines réalités. Mais nous ne pouvons pas amplifier et alimenter ce genre de discours. Nous voulons le Bénin un. Nous voulons une nation et nous voulons une patrie. Donc, un homme de Dieu ne peut pas cautionner la division. Un homme de Dieu ne peut pas cautionner la division. Maintenant, pour revenir à la question, La première question, est-ce que c'est Dieu qui me convainc de garder cette posture? Oui, Dieu n'est pas pour les déchirements que nous avons actuellement dans ce pays. Vous voyez, artificiellement, tout va bien. Dans les cœurs, le Bénin est déchiré. Le Bénin est déchiré entre riches et pauvres. Le Bénin est déchiré entre nord et sud. Le Bénin est déchiré entre producteurs de ceci et acheteurs ou exportateurs de cela. Le Bénin est déchiré. Mais quel pays peut se développer durablement dans la déchirure? Il n'y en a pas. Président Daniel, il y a toujours eu des riches, il y a toujours eu des pauvres dans toutes nos sociétés, il y a toujours eu des producteurs de ci, des producteurs d'autres, il y a toujours eu des mieux nantis et des moins nantis. Donc du coup, il y a toujours eu dans les systèmes, oui, dans les sociétés, il y a toujours eu l'opposition, il y a toujours eu une mouvance. Comment pouvez-vous prétendre à diriger et dire que Non, ne faites pas la confusion dans ce que je dis. Ok. Nous ne demandons pas que tout le monde fasse comme nous. Si tout le monde fait ce que moi je fais, il n'y a plus à réunir, il n'y a plus à rassembler. Mais les gens peuvent essayer de jouer à l'hypocrisie en disant que oui, désormais nous sommes pour le rassemblement, la réconciliation. Vous ne pouvez pas tenir dans cette posture pendant longtemps. Parce que si ça ne vient pas de vous, si c'est de la politique politicienne que vous êtes en train de faire pour tromper les gens, ça va vous échapper un moment. Vous comprenez? Le Bénin a besoin de rassemblement. Le Bénin a besoin de réconciliation. Le Bénin a besoin d'une gouvernance inclusive. Pas parce que les gens critiquent aujourd'hui. Et si ça s'était bien passé en 2016, on aurait eu au contrôle de ce pays
le candidat suggéré par l'ancien régime. Oui. D'accord? Donc, tout le monde parle comme si les difficultés du pays ont commencé en 2016. Il y a des difficultés, c'est évident. Mais cette difficulté ne date pas de 2016. Et nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté politique de reconnaître que nous avons un défi. Le défi de travailler à ce que la culture de la gouvernance inclusive entre dans notre manière de faire de la politique. Le défi de faire en sorte que la vision, la promotion d'une vision clairement énoncée et partagée devienne la boussole de notre engagement politique pour qu'il y ait de la cohérence. Alibio Assouma Maboudou, votre question. Merci, Monsieur le Président. Moi, je n'irai pas dans le sens de ce qui appartient à Dieu. Ça, c'est autre chose. Moi, j'aimerais poser la question. Vous avez parlé de... Vous nous avez instruit à nous intéresser à la politique nationale sur la jeunesse. La politique nationale de la jeunesse. Sur la jeunesse plutôt. Voilà. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous, avant, maintenant et après, quelle était votre vision? Est-ce que vous avez déjà consigné votre politique sur la jeunesse avant et actuellement? Est-ce que c'est nous là? Et après, qu'est-ce que ça sera? Merci. Merci beaucoup. D'abord, je veux dire que la jeunesse, le secteur de la jeunesse, c'est ce que je sais faire le mieux en tant que fonctionnaire international et en tant qu'expert. Tout le temps, le Conseil national de la jeunesse, les conseils nationaux de jeunesse de plusieurs pays, je ne vais pas en citer ici, j'ai eu la grâce, je dis bien la grâce, au service de l'Organisation internationale de la francophonie, d'avoir été le technicien pour leur création. Donc, la politique jeunesse n'est pas l'affaire d'un individu. Mais un homme politique peut faire un projet pour la jeunesse. Dans son projet de société, il doit pouvoir intégrer, il doit pouvoir prendre en compte la jeunesse. Mais pour que ça devienne politique, ça c'est l'État. D'accord? Donc je voudrais que un homme politique ne peut pas passer, un homme politique qui peut faire une politique nationale de jeunesse. Non. Seul le gouvernement est habilité à faire une politique nationale de la jeunesse. Maintenant, quelles sont nos projections, quelles sont nos propositions par rapport à la jeunesse? Nous ne sommes pas au moment où il faut commencer par faire étalage de ce que l'on peut faire, ce que non. Nous sommes au moment de partage de la vision. Que vous compreniez le type de Bénin que Daniel Eda voudrait nous mobiliser à construire. C'est une fuite en avant, Monsieur Daniel Eda. Non, ce n'est pas une fuite en avant. Il y a la vie est une succession de saisons. Un projet de société, si vous allez, par rapport à mon passé, vous allez sur Internet, ce que je viens de vous dire par rapport au Bénin économiquement prospère, socialement stable, vous pouvez comparer ce que je vous ai dit à ce qui est là-bas et vous verrez si ce sont des experts réunis quelque part qui ont écrit ces papiers-là pour moi ou c'est quelque chose qui vient vraiment de moi. Maintenant, les défis de la jeunesse aujourd'hui peuvent changer en 2025, peuvent changer en 2026. Il y a des problèmes d'actualité, il y a des questions d'actualité qui concernent la jeunesse et sur lesquelles on veut vous entendre en tant qu'acteur politique. Comme quoi? Par exemple, il y a une opinion, en tout cas, cette question du taux de chômage au Bénin. Les gouvernants parlent de 3 à 4%. Au niveau de la jeunesse, on estime que c'est une injure, c'est un affront. Ce que la jeunesse considère comme le taux de chômage est considéré comme sous-emploi au niveau des gouvernants. Sur ces genres de questions, par exemple. Vous êtes un acteur politique. Merci. Pourquoi vous ne prononcez pas? Merci beaucoup. Vous êtes, je crois, quand même un expert qui a construit des programmes pour la jeunesse dans plusieurs pays. Merci beaucoup. Sur ces questions, qu'est-ce que vous donnez? Vous voyez, c'est vrai, à la base, j'ai eu un bac série littéraire à 1. Mais il y a des sujets qui nous détournent de l'essentiel. Et
je prie pour ne pas rentrer dans tout ce qui peut nous distraire. Le problème, le défi à relever, c'est le défi de l'emploi des jeunes au Bénin. Les discours tout autour, les terminologies, les considérations, tout ça, ça n'apporte rien au développement de notre pays tant qu'on ne relèvera pas ce défi qu'est l'emploi de tous les jeunes. Faire en sorte que dans chaque famille, il y ait au moins quelqu'un qui soit employé pour pouvoir apporter de quoi manger à cette famille. C'est notre défi à nous. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous voulons faire? J'ai parlé tantôt par rapport au Bénin économiquement prospère que nous envisageons, que nous souhaitons la construction d'une économie de production et de transformation qui se manifestera par l'accroissement de tout ce que nous produisons et le développement de nouvelles filières, mais surtout par l'implantation d'unités de production, de transformation ou de services dans chacune de nos 77 communes pour doter les économies locales de l'indispensable colonne vertébrale. Qu'est-ce que j'appelle colonne vertébrale? Vous voyez, moi j'ai fait mon secondaire à Lokossa. Et quand j'y étais, la CITES, la Société des industries textiles, était encore rayonnante. L'économie locale de Lokossa, pas seulement de Lokossa, de tout le mono d'alors. Parce que, bon, le mono, pour moi, je reste toujours dans le grand mono, ça fait le mono actuel plus le Koufo. Toute l'activité économique du grand mono tournait autour de la CITES. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui étaient employés à la CITES, qui avaient un pouvoir d'achat et qui injectaient leur avoir dans l'économie locale là-bas. Donc, du coup, quand les bonnes dames font leur bouillie, quand elles font à manger, quand elles entreprennent autrement, quand les jeunes prennent des initiatives, et les jeunes et les femmes, tous avaient une clientèle avec un pouvoir d'achat réel. Au temps du président Yahi, on a fait les microfinances. On a donné de l'argent à beaucoup de femmes. Elles étaient contentes, mais ça a fait le malheur de beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas pu mener les activités à bout comme elles avaient souhaité. Il y a des jeunes qui ont pris l'argent de FNPEJ et qui ont dû fuir. Vous pensez que le microcrédit à la FIA est beaucoup mieux? Je ne comprends pas. Okay. Tant que nous n'allons pas construire l'économie de production et de transformation dans ce pays, tant qu'on ne fera pas en sorte que, arrivé à Covey, il y ait une unité de transformation vraiment intégrée qui s'appuie sur les potentialités économiques de la commune. Je ne donnerai pas les détails de comment nous comptons faire ça parce que, vous savez, il vaut mieux que je me limite. Mais c'est important pour relever le défi de l'emploi des jeunes que le Bénin s'engage résolument dans la construction de l'économie de production et de transformation. Et parce que nous saluons toujours les bonnes actions. J'ai été visiter la zone industrielle de Glodibé il y a quelques jours. Bien sûr. Où j'ai salué. Bon, c'est vrai que ce n'est pas exactement ce que nous souhaitons qu'on fasse dans le pays. Mais c'est un début. Et il faut saluer. Mais la question, le défi de l'emploi des jeunes, je sais que les jeunes souffrent. Mais les jeunes ne souffrent pas qu'aujourd'hui. Peut-être ils souffrent plus. Nous devons relever ce défi en nous engageant dans la construction de l'économie de production et de transformation. C'est la solution. Si on ne fait pas ça, tout ce qu'on va faire, même si on donne de l'argent aux jeunes ou aux femmes pour dire de faire ceci, cela, ils ne pourront pas prospérer parce que ça ne va pas durer. Merci, Président. Vous de la droite, vous écoutez le très haut, je suis d'accord. À vous écouter, on a l'impression que vous prenez des gants. Est-ce que vous avez peur de prendre la pluie des champs comme c'était? Vous savez, il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, que tout âme forgé contre moi restera sans effet. Donc, je le dis, ce n'est pas la volonté de certains, de toute part, de nous nuire qui peut manquer. Mais ils ne pourront réussir que si celui qui nous envoie en mission le permet. Et toute chose qu'il permettra va concourir à notre bien. Donc, il n'y a pas de peur. La peur ne se trouve pas là où il y a Dieu.
Celui qui dit qu'il croit en Dieu ne doit pas avoir peur. Elle a dit qu'il faudrait laisser la force de défense et compter sur Dieu. Mais je vous dis ceci. Pour ceux qui m'ont suivi un peu avant qu'on entre, nous avons fait une tournée nationale. On a fait tout le nord. Et puis on a été arrêté à Dambo et ensuite à Misérité. Je disais à tous ceux qui me disent, mais faites très attention. Celui qui nous dirige, le système que nous avons en place, il n'y a aucun homme pour le défier. C'est Dieu qui a permis qu'il soit là. Et moi, en tant que croyant, je respecte les autorités. Il ne s'agit pas de respecter une autorité parce qu'elle me paraît bonne ou de... Non. Autorité, c'est autorité. D'accord? Mais cela ne m'empêche pas de formuler ma vision, de dire ce que moi je veux pour mon pays. Je ne porte pas de gants. Je suis appelé à rassembler ceux qui ont du mal à s'asseoir aujourd'hui, après avoir été dans le même système, après nous avoir conduits là où nous sommes aujourd'hui. Mais vous avez été membre de la coalition qui a soutenu le candidat Patrice Talon. Et d'ailleurs, à cet effet, il y a une question d'un internaute qui dit que s'est-il passé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous donner des détails sur les promesses non tenues par Patrice Talon? C'est une question de M. Villiers de Facebook. Bon, Quoi le dire? C'était quoi le dire? non, je suis très content d'accueillir cette question. Il n'y a pas de deal particulier en dehors de l'accord politique que tout le monde connaît. Et ceci dit, moi, je n'avais pas été dans la coalition de la rupture à sa constitution. Et quand elle a été constituée, je leur ai dit que nous sommes la rupture profonde. Je leur ai dit que la rupture, telle que c'était constitué, que eux-là ne pouvaient pas faire la rupture. Ils étaient du même système que le président Yahi et le candidat qu'ils positionnaient, même si celui-là était relativement neuf dans la politique de l'humanité. Quand il est porté par ça, il est du système. D'accord? Donc, maintenant, le peuple n'a jamais tort. Le peuple n'a jamais tort. Le peuple ne fait que des expériences. Le peuple a souhaité, le peuple a voulu du président Patrice Talon en 2016. J'ai obéi à la volonté du peuple en me joignant à la coalition de la rupture. Ce n'est pas... il n'y a personne parmi tous les autres candidats qui ont soutenu le candidat Patrice Talon en 2007 qui puisse dire c'était un plaisir pour moi d'aller le soutenir. Non, chacun était candidat pour gagner quelque chose. Donc, quand vous ne gagnez pas, on appelle ceux qui n'ont pas gagné quoi? Candidats malheureux. Oui. Nous ne nous leurrons pas. Maintenant, ceci dit, c'est lui que le peuple a élu. C'est lui que le peuple a élu. Et la présidence, le siège de président de la République, là, ce n'est pas un banc. Celui qui doit répondre devant les Béninois, c'est lui. Et il est en train de mettre en œuvre sa politique, sa gouvernance. Donc, moi, je n'ai pas à lui en vouloir par rapport à quelque chose. Je n'ai rien à lui reprocher individuellement, personnellement. Je parle parce que je parle en tant que quelqu'un qui a une vision pour le Bénin. Madame Eoudia a une question pour vous, Président. Merci. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Et bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et par rapport à vos... Vous n'avez pas eu de poste politique jusqu'à présent. Tout à fait. On peut donc dire que vous ne voulez le Bénin que de l'extérieur. Que je ne veux le Bénin que de l'extérieur. Que je ne vois le Bénin que de l'extérieur. Oui. Ah, merci. Elle n'a Je pas n'ai fini. encore fini. Avez-vous l'expérience nécessaire pour accomplir votre mission? Merci beaucoup. Belle question. C'est une très belle question. Oui. Si l'expérience que les uns et les autres ont eue depuis 1991, que nous avons commencé par faire l'élection du président de la République dans ce pays, était suffisante, était la qualification pour que nous sortions des sentiers battus, on ne serait pas là à parler de défi de l'emploi des jeunes où on dit que bon, les gens qualifient le pourcentage de ceci, tout ça.
j'ai refusé d'aller dans ces détails, dans cette distraction, parce que exactement ceux qui nous ont gouvernés jusque-là, leurs expériences réunies ont montré une certaine limite et il faudrait qu'on aille au-delà. Et l'autre disait, je cite rarement des auteurs, Frantz Fanon disait que chaque génération doit, dans une relative capacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Oui. Donc notre mission aujourd'hui, c'est d'aller au-delà des expériences qu'on nous a vantées, qu'on nous a vendues, pour créer quelque chose, une alternative au système qui nous a gouvernés jusque-là, basé sur les expériences, basé sur les fortunes, basé sur les noms de famille, etc. Mais en quoi faisant, monsieur le président? En quoi faisant? En proposant une vision et en vous l'expliquant, en l'expliquant au peuple, tel que nous sommes en train de le faire, tel que nous avons commencé par le faire, et par la grâce de Dieu, les gens vont rejoindre parce qu'ils vont comprendre là où nous voulons amener le peuple, là où nous voulons amener le pays. S'ils arrivent à voir ce que moi je vois à travers la vision du Bénin économiquement prospère, socialement stable, nous nous mettrons ensemble et un peuple uni ne peut qu'être vainqueur. Je pense que nous amorçons la dernière ligne droite. Un rapide tour de questions pour finir. Et si par la grâce de Dieu, les gens ne vous rejoignent pas, et ça dit que vous n'allez plus être candidat. Ce ne sera pas la grâce de Dieu si les gens ne nous rejoignent pas. Et la grâce de Dieu est suffisante pour nous. Les gens nous rejoindront parce que vous êtes en train d'être convaincus. C'est vrai, devant la caméra, vous pouvez ne pas être d'accord, mais je sais que le Saint-Esprit qui communique à travers moi vous a convaincu déjà que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité, c'est le chemin pour notre pays. Modeste Dosso, votre question rapidement. Alors, vous nous avez vraiment parlé d'un idéal. Sur tout ce que vous avez dit, c'est carrément un idéal parce que nous allons commencer par la conférence, depuis l'indépendance, depuis 60 ans, ou plus de 60 ans, que les pays, le Bénin et les pays africains sont indépendants, pseudo-indépendants, parce que nous ne considérons pas qu'il y a une certaine indépendance. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Tout ce temps, c'est pratiquement la même politique qui revient. Alors, quelqu'un a dit, je ne me rappelle pas de son nom, que pour changer, pour développer l'Afrique, il faut déjà changer la mentalité de l'Africain, faire en sorte qu'il aime son pays au lieu de s'aimer lui-même. Est-ce que vous ne pensez pas que ce que vous défendez, surtout la bonne gouvernance et tout, ne va pas en contradiction plutôt avec la cupidité légendaire de l'Africain ou plutôt la mauvaise foi des dirigeants africains dès qu'ils accèdent à un certain poste de décision? Premièrement, l'Africain n'est pas légendairement cupide. Non. L'Africain aime l'Afrique. Mais c'est ceux qui sont devant pour la plupart du temps qui montrent le mauvais exemple et qui font qu'on croit que les Africains sont mauvais, qu'ils n'aiment pas leur continent. Aucun Africain n'est heureux de prendre par la mer pour se retrouver là où nous savons. Aucun Africain n'est heureux de voir son pays en difficulté tel que nous voyons certains pays. Mais ça, c'est la faute d'autres Africains qui font en sorte qu'ils partent. Justement, et c'est parce que la politique, ça commence par celui qui la propose et ça finit par cette personne. C'est à cause de ça que nous sommes dans la situation actuelle. Si les regroupements politiques se font sur la base d'une vision et non sur la base de ce que Eda a lancé, ou de ce que Eda est mince, ou de ce que Eda sait bien parler, ou de ce que Eda m'a donné l'argent la dernière fois, si c'est autour d'une vision à laquelle nous adhérons et pour laquelle nous nous mobilisons, eh bien, l'Afrique va changer. Nous sommes en pleine expérience de ce fait depuis un moment. Est-ce que vous pensez que les partis politiques formés dernièrement, est-ce que ça marche, selon vous? Je n'en fais pas partie. Je ne fais pas partie de cette partie. Attendez que nous formalisons le mouvement pour la prospérité solidaire et vous allez voir. Parce que ce n'est pas facile de gérer un parti politique. Et l'expérience que nous avons montre que tous ceux qui viennent pour dire nous sommes militants du parti ne sont pas vraiment des militants. Ils prennent les dirigeants comme des PDG de sociétés qui doivent apporter de l'argent. Donc les gens disent qu'ils sont militants, mais en fait, ils sont des ouvriers politiques. Et notre travail, notre effort doit aller vers la création d'une nouvelle génération de militants. Donc, ne jetez la pierre à aucun des partis existants, priez pour qu'ils puissent faire mieux.
Mayol, Merci. allez-y rapidement, s'il vous Monsieur plaît. le Président, et je constate que vous avez une langue que je n'ai jamais écoutée par rapport à la vision politique et de beaucoup de gens que j'ai eu à rencontrer dans le pays. Mais je me pose une seule question. Ma dernière question pour vous d'ailleurs. Pensez-vous que on va y arriver? Parce que cette philosophie, avec la tendance actuelle, tout ce qu'on nous a appris de notre culture, de la politique et tout, pour moi, je vois que ce sera vraiment difficile. Mais vous pensez en tant que leader ou président, Daniel Eda, qu'on y arrive? Allez-y Le rapidement. poisson nage à compte courant. Et le courant actuel est ce que vous décrivez. Et nous prenons le pari de nager contre ce courant-là. Voilà pourquoi nous ne sommes ni de l'opposition telle que ça se présente, ni de la mouvance que nous avons aujourd'hui. Et nous allons travailler pour que et les gens de l'opposition et les gens de la mouvance puissent un jour, ensemble avec nous, faire avancer le pays vers le Bénin économiquement prospère et socialement stable. Nous y croyons. Oui, M. Danaïda, le Bénin, c'est une république laïque. Mais dans votre discours, on a l'impression que vous mettez trop votre foi en avant. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous portez atteinte à la laïcité de l'État? Ma dernière question, vous communiquez beaucoup plus avec la jeunesse via vos pages Facebook et les autres canaux digitaux que vous avez. Mais au Bénin, le coût de l'Internet, il y a la jeunesse qui réclame qu'on amène le giga à 500, ce qui n'a pas encore été fait. Pas 1 giga. Ce qui n'a pas été Un giga par vie. Monsieur Daniel, acteur politique qui communique avec la jeunesse, beaucoup plus sur ces canaux digitaux, le coût de l'Internet au Bénin. Pensez-vous que ça vous aide? Je dois vous dire que le coût de l'Internet est prohibitif pour l'entreprise dans notre pays. Pour les ambitions que nous affichons actuellement, le coût de l'Internet est contre-productif pour la performance de l'économie béninoise. Et je souhaite vivement que nos dirigeants actuels travaillent à réduire le coût de la connexion. Ce n'est pas seulement par rapport aux jeunes, mais c'est par rapport à toute la société béninoise. Il faut revoir à la baisse les coûts de l'Internet. Maintenant, nous sommes dans un pays laïque. Vous voyez, moi je ne suis pas encore président de la République assis dans un fauteuil, dans le fauteuil du président. D'accord? Nous aspirons à convaincre le maximum de Béninois pour la vision du Bénin économiquement prospère et socialement stable. Donc nous venons en tant que nous, tels que nous sommes, et nous nous présentons comme tels pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre nous concernant. Je suis entier. Vous assumez complètement votre foi. J'assume. Maintenant, en tant que président de la République, on est père de la nation et il y a un discours. Il y a des codes qu'il faut respecter. Nous ne sommes pas encore, mais avec ce que vous êtes en train de dire, je crois qu'ensemble, on va y arriver. Monsieur Kadnel Bossavi, votre dernière question. Merci, Monsieur Daniel Eda. Si vous le permettez, j'ai des questions. Allez-y rapidement. D'accord. Merci. Je suppose que Monsieur Daniel Eda devient président. Amen. Je suppose. La fête du 10 janvier, qu'allez-vous en faire par rapport à votre foi? Qu'est-ce que vous allez faire de cette fête-là? Et ma deuxième question, je m'en voudrais de finir cette opportunité que nous avons de discuter avec vous sans aborder le bras de fer qu'il y a actuellement entre le gouvernement et les jeunes qui sont étiquetés de cybercriminels. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que vraiment c'est la bonne stratégie que le gouvernement est en train de mettre en place pour pouvoir vraiment lutter contre ce phénomène? Merci. Président. Bon, je commence par la question de la fête du 10 janvier par rapport à ma laïcité, bon, ma position d'homme de Dieu ou de chrétien croyant. Je disais tantôt que nous allons bâtir sur l'existant. Nous rectifierons ce qui est à rectifier, mais nous ne pouvons pas remettre en cause tout ce qui est fait dans notre pays. Ce qu'il faut noter,
Maintenant, nous ne pouvons apporter des améliorations que quand nous en avons l'opportunité. Mais ce qu'il faut retenir par rapport au Bénin, c'est que le Bénin a une richesse extraordinaire. Une grande diversité religieuse dans la paix. Dans d'autres pays, ils sont seulement deux versions de la même religion et ils se font la guerre. Ici, nous avons tout et nous sommes en paix. C'est une richesse à promouvoir, c'est une richesse à encourager. Et c'est ce que nous ferons. Nous ferons la promotion de la diversité religieuse de notre pays comme attraction pour le reste du monde. Maintenant, par rapport à la question liée au cybercriminel, vous me donnez l'opportunité de remercier le gouvernement d'avoir entrepris une lutte. La manière, les méthodes, c'est autre chose. Le plus important, c'est la décision d'attaquer de manière frontale ce fléau, qui joue beaucoup contre notre pays, qui joue beaucoup contre l'attractivité de notre pays, et qui joue beaucoup contre la question de l'emploi des jeunes. Parce que si les gens ont peur de venir investir au Bénin à cause de la cybercriminalité, nous n'aurons pas de l'investissement direct étranger suffisant pour l'industrialisation souhaitée de notre pays. Moi, j'encourage le gouvernement à impliquer les actions afin d'endiguer ce fléau-là de notre pays. C'est ce que je pourrais dire. Vous avez parlé de la promotion de la femme. Comment vous voulez le faire? Parce que vous avez dit que sur le parler. Comment vous voulez le faire? J'ai dit tantôt que dans le Bénin économiquement prospère et socialement stable, en abordant le volet Bénin socialement stable, j'ai dit qu'il faudra tenir compte de notre pyramide des âges dans la répartition des pôles de responsabilité. Ça veut dire que pour moi, les efforts qui viennent d'être faits, je les salue, mais nous devons aller plus loin. Nous devons avoir une Assemblée nationale composée de moins 50% de femmes. Parce que, vous savez, c'est le peuple qui exprime ses besoins. Et le gouvernement, à travers l'Assemblée nationale, et le gouvernement donne satisfaction. Mais quand ce peuple n'est pas représenté convenablement, ces besoins ne pourront pas être convenablement relayés. Donc c'est faire en sorte que sur tout ce qui est fait maintenant, il ne faut pas dire que rien n'est fait, mais nous pouvons mieux faire et c'est ce que nous ferons. Et je ne parlerai pas des postes de nominatifs et tout ça. Ce serait de la démagogie que de commencer à parler de ces choses maintenant. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Donc, je vais encore aller sur votre... Et je me demande, est-ce que vous avez déjà des femmes leaders à vos côtés que vous pensez qu'elles puissent vous aider? Ou vous voulez le faire avec rien que les hommes? Je voudrais vous dire ceci. Nous avons des femmes à nos côtés, mais nous ne regardons pas que les femmes qui sont avec nous. Nous regardons l'ensemble des femmes béninoises. Et nous savons que les femmes béninoises ont le potentiel, ont la capacité. Elles n'ont peut-être pas le courage apparemment, parce que nous les brimons, parce que nous les terrorisons. Si nous créons les conditions, les femmes vont s'exprimer et elles feront l'inattendu. Sur la question de l'expérience, et le cas de 11 à nos jours, c'est qu'il n'y a pas d'expérience politique et tout ce qu'il a avec. Et ça dit qu'il y a un défaut de compétences qui vont faire appel à d'autres personnes qui ne sont peut-être pas là, qui n'ont pas encore fait leur expérience. Non, ce que vous appelez expérience, il faut éviter de replonger dans ce qui nous a amené là où vous n'aimez pas. Parce que le discours que vous avez tenu tous ici, personne n'est satisfait, du moins de l'état de son pays. Et moi, je vous dis que ce sont les gens expérimentés que vous avez mis là, que nous avons mis là, qui nous ont conduits là. Parce qu'ils sont expérimentés, mais ils n'ont aucune vision qu'ils vous ont proposée que vous retenez. Ils peuvent avoir leur vision, mais ils ne l'ont pas communiquée. Ils ne l'ont pas partagée. Comme nous sommes en train de partager maintenant. Et je vous dis, la solution pour notre pays, c'est de proposer une boussole qui guide l'engagement politique. De manière à ce que Eda n'a pas pu faire, que Adissa puisse finir de faire ça. On est d'accord? Je vous remercie.
Merci, Monsieur Daniel Eda. Il y a une dernière question, une ou deux questions posées par les internautes que je vous remonterai bien volontiers. Monsieur Villiers qui a posé la question de savoir que pesez-vous concrètement sur le plan politique. Et puis un autre, Kodjo Kevin David, qui dit que lorsque vous êtes apparu sur la scène politique, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont bien voulu vous accompagner, qui ont cru en vous. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est un découragement politique ou une politique politicienne dans le temps? Est-ce que vous avez une base solide vous permettant de vous relancer? Et si oui, comment? D'abord, qu'est-ce que vous pesez en politique? Oui. Il ne m'appartient pas de me peser et de dire ce que je pèse. Ce que je pèse, c'est la vision du Bénin économiquement prospère et socialement stable. Donc, si quelqu'un veut voir ce que je pèse, il n'a qu'à apporter d'autres qui ont de vision et on va voir. Mon poids se trouve dans le Bénin économiquement prospère et socialement stable. Je ne me compare pas aux individus parce que, bon, quelqu'un a tel poste ou quelqu'un faut voir chez lui. Non. Qu'est-ce que la personne propose? Moi, je propose le Bénin économiquement prospère et socialement stable. Et si quelqu'un me suit, qui veut devenir maire dans sa commune, il peut vouloir que sa commune devienne une commune économiquement prospère et socialement stable. Il peut vouloir que son département devienne un département économiquement prospère et socialement stable. Il peut vouloir que son village devienne un village économiquement prospère et socialement stable. Voilà ce que EDA pèse en politique. Sur quoi est-ce que EDA compte pour se relancer? Sur la vision du Bénin économiquement prospère. Non, il a posé la question de savoir, est-ce que vous avez une base solide pour pouvoir vous relancer? Non, en fait, la question qui est posée à partir de l'angle des réalités actuelles. Et nous échappons à ces réalités-là. Nous ne nous inscrivons pas dans cette moule-là. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est des gens, quand je suis la question, je ne connais pas les personnes en question, mais quand je les écoute, ils sont habitués à une certaine manière de faire la politique. Peut-être qu'ils sont aussi prestataires d'une certaine manière de faire la politique. EDA échappe complètement à ces codes-là, à ce système-là. Et ça va être difficile pour beaucoup de nous comprendre au départ, mais à la fin, nous tous serons contents parce que moi, j'ai l'assurance qu'avec le Bénin économiquement prospère et socialement stable, il fera beau. Monsieur Daniel Eda, voilà, nous sommes à la fin de ces échanges. Vous aviez un mot de fin? D'abord, je vous remercie, Madame Bouillon. Merci. Mes chers amis, merci beaucoup. Merci d'avoir effectué le déplacement de Paul pour satisfaire vos curiosités respectives. Je ne sais pas ce que vous avez retenu de notre échange, mais ma prière est que, en partant d'ici, vous puissiez davantage opter pour le choix d'un engagement politique sur la base d'une vision politique, qu'elle soit la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre, mais un idéal qui vous motive, qui converge vos énergies et qui vous permet d'avoir la suite dans les idées, la suite dans vos actions. C'est mon souhait pour vous parce que si plus nous aurons d'acteurs politiques qui s'engagent avec des visions clairement énoncées, partagées, mieux le débat politique pourra se structurer et nous pourrons avoir des offres vraiment claires. Parce que beaucoup disent, projet de société, ce n'est pas ça qui compte. Donc, et c'est pour ça que certains ils demandent, mais il a quelle base? Le moment venu, ils verront. Parce que moi, je sais que de plus en plus de Béninois croient en notre Bénin économiquement prospère et socialement stable, et ils seront surpris. Donc, s'ils ne veulent pas être surpris, le mieux pour eux, c'est de nous rejoindre maintenant pour bâtir le mouvement pour la prospérité solidaire avec nous, le parti qui permettra de rassembler et les opposants d'aujourd'hui et les mouvanciers du moment, qui tous, à un moment donné, étaient du même système politique, afin que nous puissions construire l'alternative que notre pays attend. Une fois encore, merci d'être venu ici. À tout le peuple béninois, je voudrais dire courage. Ayez confiance en notre pays. Croyez qu'il fera beau, malgré vos défis actuels, car ensemble, nous pouvons le meilleur. Nous pouvons vraiment le meilleur
pour notre pays. À très bientôt.